Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. La semaine passée, nous avons fait une leçon sur les rapaces, un sujet qui intéresse puisqu'il y a eu plus de visites sur la vidéo à durée comparable que toutes les autres. Aussi, il y a eu plus de réponses qu'à tous les autres exercices et un taux de réussite particulièrement élevé. Peut-être les questions étaient un peu trop faciles. Le sujet étant compliqué, j'ai voulu simplifier effectivement en mettant des photos où les critères étaient bien visibles. Cette leçon-ci est très différente. Je vais vous proposer de rajouter les familles monotypiques manquantes parmi les passereaux. Je ne rappelle plus ce que sont les passereaux, maintenant vous le savez, et à l'intérieur des passereaux, il y a différentes familles, il y a de très nombreuses familles en fait, et plusieurs sont monotypiques. Monotypique signifie qu'elles n'incluent qu'une seule espèce. On peut utiliser le terme de façon générale pour toute la famille. Une famille monotypique, c'est une famille où dans le monde il n'y a qu'une seule espèce. Ou bien on peut dire c'est une famille monotypique en Europe ou en France. J'ai ici mis les deux. Notez qu'on a déjà étudié certaines familles monotypiques en Europe. Par exemple, l'Oritalanque, famille des Aegitalidae, c'est une famille d'origine asiatique, c'est en Asie qu'il y a la majorité des espèces, mais il y a une espèce en Europe, l'Oritalanque. Le troglodyte mignon est particulièrement intéressant. Il y a une seule espèce en Europe, mais en fait il y a une seule espèce où éventuellement on pourrait la diviser en 3 ou 4, mais deux espèces alors très proches, avec une origine commune, sur le continent eurasiatique et en Afrique du Nord. Le troglodyte mignon. Tous ces troglodytes forment une espèce ou éventuellement une superespèce. Et tous les autres troglodytes de la planète sont en Amérique. C'est une famille qui est originaire d'Amérique tropicale. Il y a des dizaines d'espèces en Amérique tropicale. Ils se sont étendus dans tout le continent. Et une espèce a réussi à traverser via le détroit de Bering vers l'Asie et ainsi coloniser une partie de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Le but de cette leçon est double. Vous montrer quelques familles monotypiques en Europe qui vous seront donc très faciles à identifier dans la plupart des cas. Donc on n'a pas besoin de les étudier très longtemps. Et puis, de faire des exercices un petit peu plus difficiles, je vais dire beaucoup plus difficiles. Ces exercices vous permettront de vous tester. Je vous donne en ordre de grandeur. Si vous avez à ce stade 6 bonnes réponses, c'est que vous êtes parfaitement dans le niveau espéré depuis le début. Si vous avez 7 ou 8, vous êtes très fort et vous êtes en avance sur la formation. Et si vous avez 9 ou 10, eh bien, vous êtes proche d'un niveau expert, ou peut-être vous êtes déjà en expert. En fonction du nombre de réponses, je vais pouvoir accélérer un petit peu le rythme ou au contraire le diminuer un petit peu. On est là pour interagir et, bien entendu, avancer au rythme où la majorité peut suivre. Nous allons rapidement parcourir les 7 espèces qu'on va rajouter, qui sont toutes de familles différentes, donc on va rajouter 7 familles, mais 7 familles qui n'ont qu'un seul représentant en France et bien souvent en Europe. Très facile, le cingle plongeur. Mais c'est une famille passionnante, parce que ce sont les seuls passereaux aquatiques. Imaginez, les passereaux, c'est environ 6000 espèces d'oiseaux, plus de la moitié de toutes les espèces. Il y a tellement d'oiseaux aquatiques. Les canards, les grèbes, les foulques, les flamands, les mouettes. Et puis on peut aussi parler évidemment des oiseaux marins. Il n'y a pas de passereaux marins, et il n'y a qu'une seule famille de passereaux vraiment aquatiques, les cincles. C'est une famille qui a plusieurs espèces, il n'y en a pas beaucoup, de mémoire je dirais 5, il y en a une seule en Europe, et je vous ai mis un extrait de vidéo très court, d'images filmées essentiellement au ralenti, qui montre comment le cingle plongeur effectivement plonge. Il marche même sous l'eau, ce qu'on ne peut pas filmer, mais qui est assez extraordinaire. C'est pour ça que le cincle est le seul oiseau qui n'a pas les os creux, alors qu'une des spécialités des oiseaux, c'est d'avoir les os creux pour être très léger et pour parvenir à mieux voler que tous les autres vertébrés de la planète, de très très loin. Eh bien, le cincle, il a fait l'évolution inverse. Il a de nouveau rempli ses os pour être suffisamment lourd et pouvoir marcher sous l'eau dans la rivière, à condition d'être contre le courant. Il se met dans la position appropriée pour être plaqué au sol. Je vous invite à aller voir cette vidéo en entier. Elle est en anglais, mais peu importe, ce qui compte, ce sont évidemment les images. À propos d'images, j'ai une fiche. Je vous montre ici l'action en photo, l'action de plongée, mais en vidéo c'est beaucoup mieux, hein, on est bien d'accord. Et presque tous les autres oiseaux ont une fiche, sauf des oiseaux très faciles à reconnaître, comme par exemple le jaseur boréal. Je vous mets aussi un petit extrait de vidéo. Pareil, je vous invite à aller voir la vidéo en entier, elle est très sympa. J'ai bien une fiche de jaseur, mais c'est le jaseur d'Amérique, qui est, il faut dire, plus commun que le jaseur boréal.
Vous apprendrez tout sur le mode de vie du jaseur d'Amérique dans la fiche, et c'est à peu près la même chose pour le jaseur boréal, qui est l'équivalent de notre côté de l'Atlantique, mais qui existe aussi en Amérique du Nord. Donc le jaseur boréal et le jaseur d'Amérique, qu'on appelle aussi jaseur des cèdres, eh bien, cohabitent en Amérique du Nord. Un autre oiseau pour lequel je n'ai pas de fiche, c'est le loriot d'Europe. J'ai plein de fiches de loriot, des loriots d'Afrique, d'Asie, mais pas celui d'Europe. À l'occasion des 5000 membres d'Inconditionnel qui se rapprochent, puisqu'au moment où je tourne la vidéo sur ce groupe, on est 4934, je vais faire un événement, et l'événement va encourager les photographes à participer pour que nous puissions faire des fiches, par exemple du loriot d'Europe, qui est une espèce que tout le monde trouve sympathique. Il suffirait de 3-4 photos, j'en ai des photos, mais pour compléter les miennes et faire une belle fiche qui vous sera très utile. Encore un oiseau très spectaculaire que vous ne confondrez jamais, c'est le Ticodrome échelette, qui appartient à une famille monotypique au monde. Il y a un seul Ticodrome au monde. C'est une sorte de grimpeur, comme on a les grimpereaux et les citelles, mais lui, il grimpe sur les rochers. Il a un plumage gris, noirâtre, et avec du rouge dans les ailes, quelque chose d'assez extraordinaire. Vous ne le confondrez évidemment jamais. Il est génétiquement proche des citelles. Certains le classent même dans la même famille, ce qui n'a pas beaucoup de sens, il est bien trop différent, mais effectivement, il forme une famille sœur avec la famille des citelles. Une des espèces les plus difficiles du jour, c'est la cisticole des joncs, et elle appartient à une famille complexe. C'est une famille d'origine africaine, qui a pas mal envahi l'Asie également, et qui n'a envoyé qu'une seule espèce en Europe, c'est la cisticole des joncs. C'est un petit insectivore qui est un peu entre les insectivores furtifs, qu'on a étudié un petit peu, dans lesquels il y a les pouillots, les roitelets, etc., et les insectivores terrestres percheurs, comme les rouges-gorges et tout ça. Elle a un comportement un peu intermédiaire. On peut la voir longtemps perchée sur de la végétation, par exemple, mais elle peut être très furtive aussi. Et elle peut être terrestre. Elle fait un petit peu de tout. Et donc, avec quoi on va la confondre? Mais normalement, on ne la confond pas, mais c'est vrai que les couleurs, les stries et les ailes très courtes, puisque avec les pipites et les bergeronnettes, famille des Motacilidés, qu'on a déjà étudié, c'est le seul passereau européen qui n'a pas de projection primaire, ou extrêmement courte, quasiment invisible. Regardez bien sa fiche, vous verrez qu'on ne peut pas vraiment la confondre avec les pipites, une fois qu'on a compris la forme des pipites. Mais si vous n'êtes pas familier, regardez bien les photos des deux familles pour vous habituer. Parmi les oiseaux difficiles, qui, comme la cisticole, il y a très longtemps, étaient classés avec les fauvettes, qui faisaient une énorme famille dans laquelle on mettait les pouillots, les roitelets, les rousserolles, les locustelles, etc., il y a la bouscarle de Séti. Elle a une projection primaire, mais elle est extrêmement courte et les ailes sont extrêmement larges, ce qui lui donne une forme tout à fait unique. Et sinon, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble un petit peu à un gros troglodyte, mais qui n'a pas les barres sur la queue, ni les taches sur les ailes. Donc on va dire un gros troglodyte uniforme, avec un joli sourcil. Le troglodyte a aussi un sourcil, mais ici c'est plus net, plus propre, je dirais, que chez le troglodyte. Ça, c'est un insectivore furtif, sans aucun doute. Très très furtif, un des oiseaux les plus difficiles à voir en France. Voyons maintenant la panure à moustache. Elle était anciennement appelée mésange à moustache, exactement comme l'orite et comme la rémise, penduline, qui était appelée mésange rémise. Elle n'a rien à voir avec une mésange, c'est un peu étonnant qu'on l'ait mis dans cette famille, il y a longtemps. Elle est en fait liée à une famille très étonnante, les Paradoxornis, en Asie. Mais on la classe dans sa famille à elle toute seule. Même si certains la classent parfois avec les Paradoxornis. Ce sont des familles assez proches des fauvettes, plus que des mésanges. Peu importe, ce n'est pas la question ici. C'est un oiseau de roseau, avec une longue queue, qui ressemble en fait, il faut dire, à rien d'autre. Elles vivent généralement en petits groupes, des groupes familiaux, qui restent en contact grâce à des petits cris agréables qu'on entend presque tout le temps quand elles sont présentes. Il y a un dimorphisme sexuel marqué. Je vous laisse aller voir sa fiche où vous verrez mâle, femelle, jeune, etc. Tout est expliqué. Eh bien voilà, si je vous mets des photos comme d'habitude, peut-être éventuellement la cisticole et la bouscarle vous perturberont un petit peu, les autres seront très faciles, mais j'ai mis des photos plus difficiles, dans des conditions un peu inhabituelles, comme quand je fais des jeux de photos mystères. Ne paniquez pas s'il y a une ou deux photos sur lesquelles vous bloquez complètement. Ça fait partie de cet exercice particulier où il y a de tous les niveaux, depuis des très faciles jusqu'à des très difficiles. Et comme ça, cela vous permet d'avoir une idée où vous en êtes vraiment, et moi de voir le niveau moyen que vous avez grâce aux leçons que vous avez reçues jusqu'ici, et donc adapter la suite de la formation. La leçon suivante dépendra de vos réponses. Donc,
Participez nombreux et ne soyez surtout pas rebutés par la difficulté. Ça fait partie du jeu. J'espère que vous vous amuserez bien à chercher les cas les plus difficiles. C'est quand même ça qui est passionnant. Quand on a une énigme, ce n'est pas de trouver en 3 secondes, c'est de devoir chercher. Le plaisir de trouver est évidemment extrêmement agréable et donc je vous encourage à participer à ces exercices. Je vous dis à très bientôt.